Phil, c'était Robbie Williams sur Vivacité pour commencer cette deuxième heure de Grandeur Nature en Grèce. Nous sommes vraiment dans le sud du Péloponnèse maintenant, chez Guy Deleuze qui est belge et qui nous accueille dans sa propriété. Guy, bonjour, Kalimera. Kalimera, tikanete, tikanoume, comment allons-nous? Polikala, merci beaucoup. Chronia Polat, c'est-à-dire de nombreuses bonnes années à tous. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors où sommes-nous exactement? Il faut expliquer à nos auditeurs géographiquement par rapport à Athènes par exemple. Eh bien on est au bout du monde des terres connues, comme disait un petit peu Astérix, dans le dernier coin retranché, épargné des hordes de promoteurs touristiques, c'est-à-dire quand on voit la carte de la Grèce, qui se termine à partir d'Athènes-Corinthe par le Péloponnèse, donc la partie sud, se prolonge par 3 doigts qui plongent dans la mer. Alors nous sommes au bout du 3e doigt. Donc le dernier, le plus austral, donc dans le sud-est de la Grèce, face à l'Asie et à l'Afrique. Dans le golfe de Laconie. Le golfe de Laconie. De Laconie, c'est ce qui vient encore de l'expression parler de façon laconique. Et ici, dans le sud, les gens qui dépendent de la ville de Sparte, et qui sont encore élevés un petit peu plus à la spartiate, parlent effectivement toujours de façon laconique, de façon très courte. Ici, dans la région de Sparte, ils sont beaucoup plus directs. Et même peut-être plus droit, je dirais. Plus fiable même peut-être. Alors nous faisons cette interview à bord d'un tracteur. C'est très bien puisqu'on traverse les oliviers. On entend de ci de là un coq, une poule. C'est la nature. Hein. Et surtout les criquets, ça commence maintenant. Les oliveraies, en fait, ici, sont la seule richesse des gens puisque c'est essentiellement agricole. Il n'y a rien du tout au niveau touristique. Les gens vivent essentiellement de la tomate, de l'oignon et des olives, bien sûr. Les olives que l'on cueille au mois de novembre. Pour ma part, d'ailleurs, que je ramène en Belgique et que je vends sur les marchés de Noël. C'est très amusant. Ça me donne un petit retour au pays comme ça le mois de novembre, puisque tous les marchés se font à ce moment-là. Et l'huile d'olive est toute fraîche alors. Donc vous êtes installé ici, vous avez quitté la Belgique et vous vivez maintenant sur ces terres lointaines? J'y suis environ 8 mois par an. C'est-à-dire que c'est sur un coup de tête, il y a 12 ans de là, et 12 ans d'ici, où j'ai acheté une oliveraie. C'est vrai que ça coûtait pas très cher, je dois bien l'avouer. Les prix ont décuplé depuis, hein, je dois dire, mais ce qui reste encore très très abordable. Vous avez acheté au bon moment alors? Oui, au bon moment, mais je pense que ceux qui arriveraient maintenant et qui achèteraient diraient encore que c'est le bon moment, parce que dans 10 ans ça aura encore décuplé, ça reste encore très accessible. Et donc j'ai acheté cette oliveraie, puis je me suis découvert une passion pour les olives. C'est vrai que l'olivier est un arbre millénaire, c'est un arbre mythique et légendaire. Il paraît que si on ne le brûle pas ou qu'on ne le déracine pas, un olivier est immortel. Alors on entend le moteur qui peine un peu, ça veut dire qu'on monte là? Alors là on quitte effectivement la petite route des Saints-Apôtres qui est en bord de mer, tout près de la mer Ionienne. Et on grimpe vers mon oliveraie qui est à 80 mètres d'altitude, mais ce sont des pistes assez mauvaises encore, mais c'est sympa parce que ça nous protège aussi un petit peu. En tout cas, on a une vue sur la mer, je peux vous dire qu'elle est bleue, elle est superbe. On va se retrouver chez vous, Guy, après cette chanson de Calogero sur Vivacité, le saut de l'ange. Vivacité dans le Péloponnèse cet après-midi, on se promène de village en village et nous venons de quitter Agios, je vais dire en français, et Guy Deleuze va le redire en grec, les saints apôtres. Agi apostoli. Agios voulant dire saint et apostolos forcément apôtre. Et nous arrivons rue d'Alger. Alors je suis très surpris de voir ici au milieu des oliviers une rue avec un nom en français et un nom du bout du monde. Rue d'Alger, ça vient d'où? Oui, mais là c'est un gag, comme on dit, c'est un private joke, c'est-à-dire que comme j'ai habité pendant 5 ans en Algérie, j'en ai gardé un peu le souvenir. Et c'est d'ailleurs peut-être un peu pour ça que je suis par ici aussi, parce que finalement les décors, les reliefs se ressemblent très fort, les paysages ressemblent très fort au nord de l'Algérie où j'habitais. Puis finalement c'est en face, hein, si on veut, l'Afrique du Nord ou l'Europe du Sud. Et alors j'ai fabriqué un petit panneau rue d'Alger que j'ai accolé sur le côté de ma maison, voilà. Alors on va s'avancer sur la terrasse, parce que comme ça, on entendra encore mieux les cigales. Elles sont là quasiment toute l'année. Oui, surtout que maintenant c'est la bonne saison qui commence, mais il y a des millions de fleurs partout. Il y a encore de l'humidité dans le sol, mais on entend déjà effectivement les cigales, les grillons. Il y en aura évidemment beaucoup plus d'ici à un mois à peu près. Alors, la saison elle est déjà bien avancée, comme un peu partout avec le réchauffement climatique d'ailleurs. Alors Guy Deleuze, vous avez vécu un petit peu partout dans le monde, vous avez été journaliste touristique aussi. Alors pourquoi avoir jeté votre dévolu sur ce Lopinter? Pourquoi ici, face au golfe de Laconie?
Ah, mais c'est une longue histoire. C'est à la faveur d'un reportage que j'ai effectué il y a 12 ans déjà. Et donc je suis venu par ici, j'ai découvert la région. Et puis je ne veux pas dire que j'y suis resté, mais j'y ai noué des contacts. Et puis j'ai découvert finalement une région ici qui me paraissait totalement préservée et qui, pour nous qui sommes dans le métier du tourisme, présentait des avantages que le tourisme, je veux dire, de masse ou que l'industrie du tourisme n'arrive plus à offrir aux gens. Et puis j'ai acheté une petite oliveraie, et puis je l'ai développée. Petite, ça veut dire combien d'hectares? Ici, il y a 30 000 mètres carrés, quoi. Il y a 100... c'est pas tellement grand, hein, par rapport aux gens même du cru, que l'on dit pauvres, mais ils ont à peu près entre 400 et 1000 oliviers par famille. Moi, j'en ai 120, donc c'est pas grand-chose, mais ça me suffit complètement. Alors, on entend le tracteur. Vous allez bientôt sortir le vôtre pour aller faire un peu de place? C'est vrai que les herbes ont poussé, et puis ça, c'est un gros drame ici. C'est peut-être très joli, et ça me fait mal au cœur d'assassiner des millions de fleurs comme ça. Donc, on foule au pied l'aneth sauvage, ça sent bon l'ouzo d'ailleurs. On foule le romarin, le basilic, la sarriette, le coriandre, toutes ces fines herbes. Mais on doit quand même couper les herbes et les fleurs. Pourquoi? Parce que le sol regorge de finalement peu d'eau et les oliviers en ont besoin. Donc il faut privilégier les racines des oliviers et donc empêcher tout autre végétal de pousser à leurs pieds. Alors les oliviers sont penchés d'un côté ou de l'autre, ça dépend de la force du vent? En fait justement, voilà, ici dans le sud de la Grèce, comme c'est un long doigt dans la mer, un doigt qui fait 98 km de long, et à la hauteur duquel moi je me trouve à 4 km à peu près de large, entre la mer Ionienne d'un côté et la mer Égée de l'autre, il y a énormément de vent. C'est un petit peu le phénomène des îles, comme on dit les îles sous le vent des passions d'ailleurs, des passions qu'elles soulèvent. Et donc ici, comme il y a beaucoup de vent, les arbres sont très tortueux, très torturés. Ils ont des formes extraordinaires. J'en ai un de 800 ans et j'en ai un de 1000 ans. Celui de 1000 ans qui se trouve à côté de la maison où j'ai les gîtes. Et les oliviers ont besoin de vent. On dit, et je crois que c'est tout à fait vrai, que plus il y a de vent, meilleures seront les olives. Et je peux vous expliquer pourquoi. Si vous regardez les feuilles d'un olivier, elles ont deux couleurs. Elles sont vert sombre au-dessus et argenté en dessous. Donc le vert sombre absorbe la lumière et le côté argenté la repousse. Et c'est par le mouvement du vent que ces petites feuilles font oxygéner l'arbre. Eh bien, vous continuerez à nous raconter l'histoire des oliviers, puis l'histoire de vos chambres d'hôtes aussi que vous avez créées au milieu des oliviers, ici en pleine nature. Après la chanson de Jean Schultes, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez encore en Belgique, il y avait ce tube dans les années 80 qui commençait comme ça, va te faire voir chez les Grecs. 1987 exactement, va te faire voir chez les Grecs. C'est l'expression. Alors, l'expression aussi ici qui revient souvent, c'est ceci, le petit bruit très sympa, soit de verre d'ouzo, de retsina ou de jus d'orange, c'est comme on veut, ça dépend de l'heure. Ça veut dire... Yamasilia, c'est-à-dire à votre santé. Mais on peut dire yassou, yassas. Yassou, c'est plutôt à ta santé, yassas, c'est avec la formule de politesse, et yamas, c'est à notre santé. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Ce sont des oranges de Laconie? Oui, la région de la Laconie du sud produit énormément d'oranges. Peut-être pas ici parce qu'il y a beaucoup de vent. Les orangers, tous les agrumes en général n'aiment pas le vent. Mais dès qu'il y a un petit creux, vous verrez, il y a plein d'orangers qui poussent. La couleur des feuilles d'oranger était très très belle aussi, très sombre. Alors c'est Guy Deleuze qui vous parle, qui est là depuis 15 heures, enfin c'est nous qui sommes chez lui plus exactement, sur la terrasse qui domine votre oliveraie. On voit différents pavillons, ce sont les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes que vous avez créées ici? Oui, j'ai construit un deuxième immeuble. Au fond, cette partie, c'est un peu sur un coup de tête, parce que j'ai tellement d'amis qui venaient, mais j'avais pas de quoi les loger. Puis finalement, je me suis dit, parce que les permis de bâtir, je l'avoue, étaient très 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 bon marché à l'époque, je me suis dit, ma foi, pourquoi pas. Et puis j'avais la possibilité administrativement de construire une deuxième maison, donc j'ai construit un deuxième immeuble avec trois appartements de vacances. Alors les touristes qui viennent ici peuvent prêter main forte, vous aider un petit peu pour les travaux des champs, ou bien c'est vraiment farniente? J'ai fait ça jusqu'à l'année dernière, j'organisais des stages de cueillette d'olives, effectivement. Ah, c'est pas mal ça, stage de cueillette d'olives. Mais je vais vous avouer que c'est un petit peu tordu comme origine, mais en fait c'est assez simple à comprendre. Il y a très peu d'habitants dans la région ici, nous ne sommes que 550 habitants, ce qui veut dire qu'au moment de la cueillette des olives, les quelques rares ouvriers journaliers, comme on dit, qui existent, sont déjà forcément occupés par les Grecs du cru, ce qui est tout à fait normal. Donc moi, pour trouver de la main-d'œuvre, je n'avais d'autres ressources que de m'adresser aux Belges, à leur demander de venir et à leur apprendre à cueillir. Alors la formule était simple, les gens venaient, se payaient l'avion bien sûr, ça je ne pouvais pas leur offrir, mais moi je les hébergeais, on cueillait les matins, on faisait des balades l'après-midi dans le golfe ici. C'est pas mal ça comme deal, c'est pas mal. Alors quelles sont les autres activités à faire dans la région, à part cueillir les olives? En fait, essentiellement, ma clientèle est composée de gens qui, je dois dire, en ont un
petit peu marre de l'industrie du tourisme, avec 25 hôtels l'un à côté de l'autre sur une plage où on fait de l'aquagym en 5 langues à 10 heures du matin, et d'être dans des avions et des autocars avec des balais avec des chiffres au-dessus pour les suivre. Et donc je m'adresse surtout à des gens qui ont envie de faire un retour à la nature, sans aucune idéologie politique, écologique ou autre, mais qui aiment bien se promener, faire de la randonnée, retrouver les senteurs, les parfums, la tranquillité, la sécurité qu'on avait jadis chez nous, et effectivement aussi, vu la beauté des lieux, préserver, aider peut-être à protéger aussi, et parcourir les îles que l'on voit d'ici, en caïque ou en petit ferry, un petit car ferry d'une île à l'autre. Alors justement, il y a l'embarcadère du ferryboat qui est pas loin, on le voit là-bas à l'entrée du golfe. Il mène vers quelles îles? Vers Cythère? Ben en fait, non, celui-là, pas vraiment. Depuis Néapoli, qui est à notre gauche dans la baie, en fait, ceci s'appelle la baie de Néapoli. La baie de Néapoli est fermée, c'est une sorte de grand lagon, finalement, qui est fermée par l'île de Cythère, effectivement, que l'on voit tout à fait au loin, et beaucoup plus proche de nous à droite, l'île d'Elafonissos, qui est une petite île de 14 kilomètres, qui, dans les guides touristiques français, et pourtant Dieu sait si les Français sont chauvins et cocardiers, qui passent pour avoir la plus belle plage de toute la Méditerranée. Alors cette plage a une raison d'être, c'est qu'en fait l'île d'Elafonissos se termine en mer, et au moment où elle va se terminer dans la mer, elle se rouvre. Ce qui fait que vous avez à ce petit chenal, ce petit passage qu'on appelle géographiquement un tombolo, vous avez l'impression d'être face à la mer et dos à la mer en même temps. Vous avez vraiment une mer tout à fait translucide à cet endroit-là. Vous pouvez franchement marcher 100 mètres, vous n'en avez même pas jusqu'à la taille, et puis si vous vous arrêtez, vous voyez les petits poissons qui courent entre vos orteils. Voilà. Alors, vous donnerez dans quelques instants toutes les coordonnées à nos auditeurs qui seraient intéressés par cette région et par un petit séjour dans vos chambres d'hôtes. Eh bien, on va faire ça juste après la pub. Tenez, je vous le donne en mille. C'est parti. Daniel Potter sur Vivacité. Bad Day, c'est pas le cas aujourd'hui, hein. Samedi 2 juin 2007, nous sommes au milieu des oliviers face à la baie de Néapolis. La baie de Néapoli, en fait, oui, voilà. Néapoli voulant dire nouvelle ville, Néapoli, ce qui n'est pas très original, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs Néapoli en Grèce. Alors ici, pour ne pas se tromper, on appelle la ville Néapoli en Laconie, Néapoli Laconias. Alors je vous rassure, ça n'a rien à voir avec Louvain-la-Neuve, par exemple. C'est une ville nouvelle, mais qui est encore très ancienne. C'est resté assez authentique. On a une vue depuis votre terrasse, 84 mètres d'altitude, c'est ça? 80 mètres, un gros 80 mètres d'altitude, mais ça suffit finalement. On est adossé à la montagne qui en fait 550 derrière nous, et face donc à la baie de Néapoli. Alors on a une vue à 180 degrés, on voit le linge qui pend, qui sèche entre deux oliviers, on voit la piscine, on voit la cabane pour les enfants, on voit la mer un peu plus loin. C'est pas mal du tout. Est-ce que nos auditeurs peuvent voir ça sur un site? Est-ce que ça existe sur Internet par exemple? Est-ce qu'il y a un moyen de se documenter sur le genre de tourisme que vous proposez? Ben oui, j'ai créé un petit site qui est aussi artisanal que mon huile d'olive et que ma façon de vivre, dont je peux donner l'adresse, qui est www.vacancesgrèce.com. Vacances Grèce en un mot et tout en lettres minuscules. Vacances avec S au bout, bien sûr. Vacancesgrèce.com. Et voilà, c'est très facile et c'est voilà une façon de voir peut-être ce que vous pouvez imaginer en nous écoutant cet après-midi à la radio. Des couleurs exceptionnelles. Quand vous vous levez le matin, finalement vous vous habituez ou bien vous continuez à vous émerveiller tous les jours? Ben, c'est vrai que chaque saison offre des couleurs différentes. Et la montagne qui est derrière moi, je pourrais vous la montrer en photo, elle est parfois rose le matin, elle peut être abricot le soir au coucher du soleil, elle peut être grise, noire en hiver, je l'ai avec des arcs-en-ciel au-dessus, je l'ai avec des éclairs, enfin les éclairs pas, mais au moment des orages où les nuages sont très bas, mais c'est vrai que les couleurs sont très changeantes. Et ici actuellement c'est très vert, mais d'ici un mois à peu près, tout sera jaune, jauni et va le rester jusqu'au mois de novembre. Il ne tombe pas une goutte d'eau ici normalement entre avril et le début novembre. Un peu plus loin, on aperçoit, c'est quoi, c'est le cimetière là au bout? Non, la fumée qu'on voit, ce sont des feux. Pour l'instant, les gens brûlent parce qu'en fait, on vient de tailler les arbres, les oliviers. En Grèce, on peut les tailler tout le temps, enfin du moins ici dans le sud, parce qu'ils ne gèlent pas. Donc on n'est pas obligé, comme en Belgique, de tailler les arbres en fonction du gel ou du début du printemps. Donc il faut brûler les branches qu'on a taillées, que l'on met au pied des arbres, et aussi les brûler très vite, parce que sinon il y a de la vermine qui va s'y proliférer et qui va remonter dans les arbres. Alors mon carrosse m'attend en bas à 15h30, vous pouvez m'y reconduire? Avec plaisir, oui. Voilà, on s'attache mais on va devoir s'arracher. C'est Christophe Maé sur Vivacité.
Christophe Mahé que nous retrouverons très certainement cet été sur le beau vélo de Ravel, sur nos podiums. Cet après-midi, nous nous baladons dans le Péloponnèse. Alors il faut peut-être rappeler à nos auditeurs, Guy Deleuze, vous qui vivez ici, que le Péloponnèse c'est plus grand que la Belgique et pourtant il n'y a pas d'aéroport. Bah oui, c'est assez fou. En fait, je veux dire historiquement, si on se souvient de l'Antiquité, Athènes et Sparte étaient les deux grandes cités rivales et on dit qu'Athènes a toujours gagné, ravagé, pillé, incendié, dévasté, brûlé Sparte qui s'est toujours redressé. Mais il y a toujours une sorte d'opposition qui subsiste et d'ailleurs en riant un petit peu, les gens du Sud disent que la guerre n'est toujours pas finie. Ce qui veut dire que le Sud est un petit peu appauvri, le Sud est agricole, mais le Sud commence à se rendre compte que sa situation éloignée du pouvoir central n'a pas que des inconvénients finalement. Mais si on réfléchit, le Péloponnèse, donc qui fait à peu près 2 fois la Belgique, un petit peu moins de 2 fois la Belgique, n'a toujours pas d'aéroport, n'a toujours pas de train. Dans le sud, il n'y a rien du tout comme train. Il n'y a toujours pas de facteur. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici, le courrier, chez nous, aux Saints-Apôtres, arrive 1 fois par jour, tout de même, par l'autocar, l'autobus qui vient d'Athènes. Et le chauffeur de l'autobus s'arrête 30 secondes devant le café des gens qui votent à droite. C'est le café de Néo-Démocratie, hein, et il jette le courrier dans un bac en bois. Et puis à nous d'aller le chercher 1 ou 2 fois par semaine. On va fourrager dans le courrier. Puis on dit, tiens, la facture d'électricité du copain de la pompe à essence, on va lui donner en passant. Voilà, c'est merveilleux, c'est marrant tout ça. On a rattrapé, on a perdu 50 ans si on veut, mais je suis pas sûr qu'ils sont vraiment perdus. Alors vous dites qu'on est dans le sud et on ne croit pas si bien dire, on est vraiment tout au sud du continent européen et on est à la même latitude que certaines villes africaines. Eh bien oui, finalement, quand on voit la carte de la Méditerranée, bon, l'Espagne à gauche, l'Italie au milieu, la Grèce à droite, mais elle plonge, et les 3 derniers doigts de la Grèce sont très très bas en Méditerranée, très profondément plongés dedans. Et là où nous sommes ici aux Saints-Apôtres, on est plus bas que Tunis. Alors j'adore ce studio mobile que nous avons improvisé ici pour cette émission. Nous sommes à bord d'un tracteur, le tracteur qui va me ramener sur la plage de Néapoli. Alors on passe maintenant à hauteur du cimetière de la région, tout en pierre blanche. C'est très beau et contrairement à chez nous, les cimetières ici sont toujours très bien situés, souvent dans des endroits privilégiés face à la mer. Oui, c'est exact. Il y a de très beaux cimetières marins. Il y en a un tout à fait de l'autre côté de la montagne qui s'appelle Agios Fokas. Et c'est d'ailleurs le bout de la dernière route qui est du côté de la mer Égée. Et c'est vrai que les cimetières ici ont une particularité, c'est que les gens, toutes les pierres sont blanches, c'est vrai, mais que les gens sont très très fervents, très croyants, très pieux. Et ils fleurissent vraiment régulièrement leurs tombes et ils viennent éclairer avec des petites lampes à huile d'olive bien entendu, viennent éclairer les tombes, ce qui fait que c'est pas désagréable du tout. Mais c'est pas le seul pays. En Espagne c'est pareil. Les gens adorent se retrouver. Il y en a même qui font des banquets sur des pierres tombales. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne saison 2007. On rappelle votre site pour nos auditeurs, www.vacances. Vacances Grèce, en un mot, vacancesgrèce.com. Voilà, chez Guy Deleuze, qui est belge, qui vient du Brabant wallon et qui commence une nouvelle vie ici. Tout à fait, une vie, je dirais ou terminer une vie comme elle était chez nous dans le temps. Il faut bien savoir que la région n'est pas touristique du tout, mais que les plaisirs y sont vraiment tellement naturels que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait s'offusquer d'un manque d'exploitation touristique dans la région. On va retrouver un garçon d'origine grecque, Cat Stevens, qui a du sang grec qui coule dans ses veines et qui, en 1970, nous racontait cette belle histoire, l'histoire de Les